On a parlé des dragons mythologiques et de leur combat contre les divinités de la foudre, on a parlé des dragons européens, représentation du mal, des dragons asiatiques et de leurs bienfaits, des divins dragons américains et de leurs sacrifices sanglants, mais il y a un coin dont on n'a toujours pas parlé. Aujourd'hui, on va aller du côté de l'Afrique. Parce que oui, quand on parle de dragons, on a souvent tendance à opposer les viles créatures de l'Occident face à la pureté de l'Orient. Mais au milieu de tout ce fracas, il y a les dragons dont on parle beaucoup moins, ceux du continent africain. Quand on vous a dit que ces bestioles étaient partout. Alors, l'Afrique est un merveilleux continent rempli de mythes et de légendes qui changent de la soupe qu'on a l'habitude de nous servir par chez nous. Mais surtout, l'Afrique et ses légendes n'intéressent pas grand monde. Donc niveau origine des mythes, on va un peu s'asseoir dessus. Et ça va être pareil pour les illustrations. On va faire avec ce qu'on trouve. Alors, il y en a quand même un pour lequel on a des origines. Lequel? Le dragon africain le plus connu, pour pas dire le seul. Et pour ça, on doit remonter, entre autres, à la période Nakada. Une période qui s'étend de 4000 à 3550 avant notre ère. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'eux? C'est comme pour toute culture aussi vieille, rien à part 2-3 poteries. Donc autant vous dire qu'on est dans l'extrapolation. Sur un de leurs fameux vases, on peut y trouver la représentation d'un astre solaire, divinité suprême de nos Nakada favoris, qui fait face à divers animaux, et au milieu d'entre eux, un serpent. Jusque-là, c'est pas foufou, je dois te l'avouer. Non mais c'est un serpent géant, et sans doute l'une des plus anciennes représentations du dragon qui va nous intéresser, et qui fera son retour presque 2000 ans plus tard, en Égypte. Oui, parce que l'idée qu'on se fait de la mythologie égyptienne, c'est que c'est la même depuis le premier constructeur de pyramides jusqu'à l'arrivée de Jules César. Sauf qu'entre les deux, il y a 3000 ans d'antiquité, et vous vous doutez qu'en 3000 ans, les mythes, ils ont eu le temps d'évoluer. Et il suffit de voir avec nos croyances actuelles. Il y a 1500 ans, Satan, c'était pas la même mayonnaise que celui qu'on a aujourd'hui. Donc la première fois que la bestiole apparaît sur un papyrus, on est en 2000 à VJC, mais la version la plus populaire qui est arrivée jusqu'à nous, elle date de 500 avant notre ère. Ok, c'est bien beau tout ça, mais du coup, c'est qui le dragon que tout le monde connaît? On va parler d'Apophis, l'un des dieux les plus puissants de la mythologie égyptienne, celui que l'on surnomme le méchant lézard, l'encercleur du monde, l'ennemi, le serpent de renaissance, et qui passe son temps à se faire botter le cul. L'un des récits les plus connus à son sujet s'appelle le livre de la défaite d'Apophis, qui explique littéralement comment le vaincre. Et il était souvent représenté comme étant découpé en petits morceaux. Oui, on a un peu ce côté de le représenter comme très fort, juste pour que Ra soit encore plus fort. C'est un peu comme ces personnages de comics qui ne ratent jamais leur cible, sauf quand il faut tuer un super-héros. Et encore, ça c'est quand il se fait pas buter par un chat. Là tu vas un peu vite, parce que déjà, d'où est-ce qu'il vient ce serpent? Et pour ça, on a deux versions du mythe. Parce qu'on adore la cohérence dans la mythologie. Selon le récit d'Atum, dieu de la création égyptien, la bestiole a toujours été là, vivant dans les eaux obscures du chaos. Ce qui fait que c'est un dieu de la création qui a pas tout créé. Et à ce moment-là, Apophis il était heureux, parce que dans le chaos, tout y était unifié, il n'y avait pas de différence et ça lui allait très bien. Sauf qu'avec la création d'Atum, les opposés sont arrivés. L'eau et la terre, la lumière et les ténèbres, Dracofeu et Tortank, et Apophis, tous ces opposés, ça l'a rendu un peu chafouin. Donc il a décidé de s'en prendre à Atum, dieu de la création et responsable de tout ce bordel. À Ra, le dieu solaire. Parce que, pourquoi pas? Et oui, dans l'idée, Atum et Ra, ils finiront par fusionner pour donner Amon-Rê, mais à la base, c'est pas du tout le même dieu. L'idée c'est qu'en mangeant le soleil, le monde replongera dans les ténèbres et donc les opposés disparaîtront. Ce qui nous amène à la version de Dis. Dis qui est la déesse de la création égyptienne. Oui, en 30 secondes, on vous a mentionné 3 dieux de la création, mais quand on vous dit que la mythologie ça change tout le temps, donc dans cette version on y trouve toujours les eaux chaotiques et le mont Ben, monticule primordial qui existait avant que les dieux de la création ne se décident à créer la Terre. Parce que la cohérence, ils l'ont bouffé. Sauf que ce n'est pas Apophis qui sort de l'eau, mais Dis qui en profite pour recracher un peu du liquide, ce dernier devenant le serpent. Et pareil, en voyant le monde devant lui et toutes ses différences, Apophis a décidé qu'il fallait bouffer le soleil pour faire revenir le monde à son état de ténèbres. Quand bien même que dans cette version, il les a jamais connus. C'est pas tellement que la cohérence ils l'ont mangé. À ce stade, c'était carrément un buffet à volonté. Je peux pas rentrer là où j'ai jamais mis les pieds. À partir de là, la mission d'Apophis, elle est très simple. Pour chasser inlassablement le soleil, tel un coyote face à son bip-bip, avec les mêmes conséquences.
Parce que si le soleil se monte le matin, c'est que le dieu du chaos a été vaincu durant la nuit. Et par vaincu, il faut comprendre décédé. Et là, tout le monde s'y est mis. Même les humains. Même les humains décédés. On a par exemple Isis, Nis et Serket qui l'ont piégé dans un filet et découpé en rondelles. Sauf qu'après une journée, le serpent était comme neuf et pouvait reprendre sa course effrénée face au soleil durant la nuit. Donc pour aider nos divins, les mortels mettaient aussi la main à la pâte, notamment les prêtres qui faisaient des petites maquettes à l'effigie d'Apophis avant de, au choix, les poignarder, les piétiner ou les brûler. Mais encore une fois, durant la journée, le monstre se régénérait. Alors, les dieux, ça marche pas, les mortels, ça marche pas, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il reste les morts, comme on peut trouver dans les textes des sarcophages, un ensemble de sortilèges qui étaient inscrits sur les dernières demeures, avec le numéro 80 qui devait permettre aux défunts d'aider dans le combat contre l'engeance du chaos. Et pour dire à quel point le dieu du chaos était une menace pour les divinités égyptiennes, même le dieu du chaos s'en est pris à lui. Ça y est, on y est. On est où? Au moment de la vidéo, je comprends plus rien. Comment est-ce que le dieu du chaos peut affronter le dieu du chaos? Ah ben ça c'est parce qu'il y a deux dieux du chaos. D'un côté Apophis qui est plus considéré comme l'entité primordiale du chaos et de l'autre Seth, le dieu du désert et en seconde occupation du chaos. Et ce sans qu'il y ait aucun lien entre les deux, si ce n'est les claques foutues pour protéger Ra. Je reprendrai bien un peu de cette cohérence moi. Et en complémentarité du chaos affrontant le chaos, on a aussi le serpent affrontant le serpent. En l'occurrence, ici, il s'agit du dieu Bn, un dieu serpent qui assistera, mais on ne sait pas exactement à quelle fonction. Ce n'est pour se jeter dans la gueule du serpent toutes les nuits. C'est d'ailleurs ce qui donnera le jeu du serpent, un jeu de société antique dont les règles ont complètement disparu, mais qui racontait cette histoire d'affrontement entre les deux reptiles. Au final, on oppose toujours Apophis à Ra, mais c'est plus souvent les autres dieux, les mortels et les défunts qui l'affrontent. Sauf quand il s'agit de chats. Ok, tu peux parler du chat. Lorsqu'on mentionne les adversaires du serpent chaotique, on peut difficilement passer à côté du chameau. En deux mots, le chat, Mo. C'est un chat et il s'appelle Mo. C'est donc le chameau. C'est d'ailleurs de lui que vient le nom de la race de chat. Alors pour ceux qui connaissent un peu la mythologie égyptienne, vous allez sans doute me dire que le chat Mo et Ra, c'est la même personne. Et vous auriez pas entièrement tort, mais encore une fois, c'est une association qui s'est faite plus tard dans les mythes. À l'origine, il est juste associé à Ra, et encore pas tout le temps. Ce qui a donné cette chanson celto-égyptienne assez méconnue. J'entends le rat, le serpent et le chameau, j'entends le rat et le serpent chanter, Apep viendra les gars, Apep viendra, c'est à ce moment-là qu'il faut lui foutre le feu. Et le plus amusant, c'est que le combat entre le chameau et Apophis, c'est même pas à propos de Ra. Parce qu'à un moment donné, le serpent il s'est tourné vers l'arbre de vie, qui est un avocatier en vrai, et qui se trouve sur le monticule dont on a parlé plus tôt. Sauf que détruire l'arbre de vie s'appelait moyen au dieu qui envoie comme adversaire un chat. Mais un chat divin. Et après de nombreuses batailles, le chat finit par couper la tête du serpent. Oui, à l'aide d'un couteau à silex. Parce que les chats, dans l'Égypte antique, ça utilisait des couteaux. Après ça, Mo va se retrouver comme guide dans l'autre monde, accueillant les défunts, récupérant les sortilèges inscrits sur les sarcophages, et expliquant comment les nouveaux arrivants devaient s'adresser à Osiris et Anubis. Même si pour les textes qui mentionnent cette partie du mythe, le chat est devenu Ra. Ils sont chiants avec leur nom. Et c'est un peu tout ce qu'on peut dire sur Apophis. C'est un serpent géant qui veut s'en prendre au rat divin et qui se fait mettre en pièces tous les 4 matins. Donc maintenant qu'on en a fini avec le plus célèbre des dragons africains, on peut passer au moins connu. Et on va rester du côté de l'Égypte avec Deadwen, qu'on pourrait qualifier d'Apophis++. Le chaos primordial, il était là pour s'en prendre principalement à Ra, et bien Deadwen, il est là pour juste tout cramer. Et la comparaison ne s'arrête pas là, puisque les deux sont liés au chaos et ont cette forme de serpent. Sauf que, dans le cas de Deadwen, c'est un serpent de feu capable de le cracher, donc là on est clairement dans un proto-dragon européen. Et sa relation avec les dieux, elle est différente. Ils sont bien souvent adversaires, y compris avec Ra, qui pour une fois fait sa part du boulot, mais Seth peut parfois être associé au serpent. Donc si on comprend bien, on a le dieu du chaos, qui est un habitué des affrontements contre le chaos primordial avec les autres divinités, mais qui se range du côté de l'entité du chaos encore plus dangereuse. La cohérence, le repas, et encore c'est pas tout, parce que l'entité du chaos qui veut cramer la planète, et surtout le panthéon égyptien, il était parfois invoqué comme protection. Protection contre quoi, je sais pas, parce que j'ai beau réfléchir, je vois pas ce qu'il y a de plus dangereux qu'un serpent géant crachant de feu qui veut incendier la planète, mais il servait de protection.
notamment pour certains pharaons. Et pour aller jusqu'au bout du délire, son plan d'éradication des dieux, il a failli marcher. Il était à ça de faire un barbecue d'ibis et de chacal. Et pourquoi ça a foiré? Eh bien parce qu'il a été arrêté par un pharaon. C'est pas expliqué comment, mais c'est pour cet acte que les pharaons sont considérés comme des dieux vivants. Et on va pas s'arrêter là avec les Égyptiens. On a vu les méchants, et encore j'ai hésité à vous parler d'Akesh, mais vu qu'il est autant considéré comme un dragon que comme un griffon à Cordorix, je sais pas trop dans quelle catégorie le ranger. Mais on a aussi des dragons qui sont considérés comme gentils. C'est le cas de Dehebko, une force maléfique. Mais tu viens de dire qu'il était gentil? Parfaitement, parce que, comme ton catcheur préféré, il a commencé sa carrière en tant que heel, mais a fini par faire un face turn. Ainsi, après sa carrière de méchant dieu, notamment en mangeant les défunts, ce qui veut dire que techniquement, dans cette séquence, on affronte plus Dehebko qu'Apophis, il est devenu un dieu funéraire et l'un des 42 juges de maths. C'est aussi, pour recoller avec le dragon, un serpent capable de cracher du feu. Et après avoir mangé des cobras, il est devenu insensible à la magie, au feu et à l'eau. Notons aussi qu'on est là face à une nouvelle sorte de dragon. On a déjà vu les dragons à 4 pattes, les Drake, c'est mignon. Les dragons sans pattes, les Wyrm, les dragons avec des pattes avant, les Lindworm. Eh bien lui, il a le corps d'un serpent, mais avec que les pattes arrière. Et j'attire votre attention sur le fait que les pattes sont humaines. Et enfin, parmi les dragons qui sont également des dieux, on a Wadjet, la déesse protectrice de la Basse-Égypte, là où sa sœur Mekhmet, déesse vautour, était la protectrice de la Haute-Égypte. Elle faisait d'ailleurs partie d'une trinité avec Ra et Seth comme garde du corps. Mais le souci avec Wadjet, c'est qu'elle est bien souvent présentée comme un serpent, mais aussi parfois comme un lion. Donc c'est techniquement un dragon, mais que les mardis. Ce qui conclut notre partie sur les dragons égyptiens. On va enfin pouvoir se concentrer sur le reste de l'Afrique, en commençant par nos amis du vaudou. Alors le vaudou est un culte qu'on associe bien souvent aux Caraïbes et autres pays d'Amérique, mais qui trouve son origine en réalité en Afrique, et qui est surtout connu pour deux choses, les zombies et le baron samedi. Mais on est bien d'accord que le vaudou c'est pas que ça, il y a un panthéon avec plein de divinités, qu'on appelle des lois. Donc on va pas rentrer dans le détail de ce qu'est le vaudou, parce que c'est pas la vidéo pour, mais on va parler d'une loi en particulier, Aïda Wedo, aussi appelé le serpent arc-en-ciel. Comme à chaque fois qu'on parle de dragon, la première question à se poser c'est est-ce qu'il est là pour nous bouffer ou simplement pour nous aider? Eh ben ce coup-ci elle est gentille, elle fait d'ailleurs partie de la famille des Rada. Pour la faire courte, non seulement dans le vaudou il y a plein de lois, mais en plus ils sont rangés dans plusieurs panthéons. Le baron samedi par exemple c'est un guide, le panthéon plus lié à la mort. Alors que le Petwo seront plus des lois liées à la brutalité. Encore une fois pour schématiser très fort, et les Radas ce sont des gentils dieux plutôt bienveillants. Et qu'est-ce qu'elle fait, notre dragon serpent aux 7 couleurs? C'est la loi de la fertilité, des arcs-en-ciel, du vent, de l'eau, du feu, de la richesse, du tonnerre et des serpents. Et s'il vous semble que c'est déjà n'importe quoi niveau attribut, ça va pas s'arrêter là. Parce que depuis le début je dis elle pour parler du dragon, mais en vrai elle a une âme jumelle étant à la fois mâle et femelle. Et la première fois qu'on entend parler d'eux, c'est lors de la création du monde lui-même, en portant Maou Lisa, la créatrice du monde, sur sa gueule pendant qu'elle façonnait notre planète. Et pour l'aider dans sa tâche, en plus de servir de chauffeur Uber, la partie femelle soutenait le ciel, provoquant les orages et les arcs-en-ciel, alors que la partie mâle soutenait la croûte terrestre, provoquant les tremblements de terre. Et là, on va porter à votre attention le fait que la foudre et l'arc-en-ciel sont bien dans ses fonctions, mais absolument pas la terre ou ses tremblements. Et pour la petite anecdote, elle est mariée à Damballa, un autre loi qui avait aussi une forme de serpent et qui était le créateur de la vie et des étoiles. Et oui, pour les cinéphiles, c'est ce Damballa qui est utilisé dans Chucky, même si c'est un Rada donc ça fait pas beaucoup de sens. Là où ça aurait eu plus de sens, c'est avec Ninki Donka, le dragon de Gambi. Enfin, dragon, ça dépend quelle version on prend, parce que niveau tronche, ça part un peu dans tous les sens. La première représentation est celle d'un serpent géant. C'est assez classique. Une autre lui donne une tête de crocodile. Moins commun, mais on a déjà vu des dragons de ce genre. Mais avec un corps d'âne. Ouais d'accord, c'est folklorique, mais ok, on prend le train en marche. La troisième représentation, un mélange entre une girafe et un hippopotame. Il est trop tard pour sauter du train? Et enfin, la dernière forme qu'on lui donne, il aurait un corps de crocodile, un cou de girafe, une tête de cheval et 3 cornes. Et ce dragon, il n'est pas spécialement méchant, dans le sens où il n'a pas de mauvaises intentions, mais il est assez proche de notre Cocatrix européenne. Parce que si déjà voir son corps, ça provoque une maladie incurable, mais croiser son regard, et c'est la mort instantanée. En même temps, croiser un regard qui se trouve à 4 mètres de hauteur, faut un peu le vouloir.
Les dragons ont aussi parfois des interactions avec les humains. C'est le cas de Bida, un dragon qui, pour le coup, est assez européen. Notre histoire commence avec Diabé, un Égyptien se promenant dans le désert en direction de Ouagadougou, qui correspond plus ou moins au Mali actuel. Sur place, il discute avec une hyène et un vautour. Clairement, le soleil lui a un peu trop tapé sur la tête. Il finira dans la foulée par faire un pacte avec le fameux Bida, celui qui protégera la région en échange de se nourrir de la plus belle fille du royaume chaque année. C'est là qu'on reboucle avec le dragon européen, et c'était bien avant qu'on débarque dans le coin. Le rituel aura lieu pendant des années, jusqu'à ce que la personne à sacrifier soit Sia Yatabere. Alors en vrai, Sia, on s'en fout, parce que Sia, elle a un fiancé, Amadi, ou Mamadou, encore une fois, il y a plein de versions. Et ce fiancé, il l'a mauvaise de voir sa dulcinée finir dans la gueule du loup, du serpent, dans la gueule du serpent. Donc il se cache non loin du trou de la bête, et au moment où elle sort de son puits et culmine à 10 mètres de hauteur, il sort de sa cachette et lui coupe la tête. Oui, je sais, comment est-ce qu'il coupe la tête à 10 mètres? C'est pas expliqué. Toujours est-il que le serpent meurt et dans son agonie, il maudit le pays, disant qu'il va connaître des années de sécheresse, transformant de ce fait le Sahara en désert. Et pour rester dans les mythes des héros pourfendeurs de dragons, direction le Congo avec la légende de Mwindo. Tout commence dans le village de Tubondo où le sympathique chef Shen Mwindo demande à ses 7 épouses de lui donner que des filles. Si déjà à ce moment-là vous vous dites qu'il n'y a rien qui va, vous avez raison, mais ça peut être pire. Parce que s'il veut que des filles, c'est pour pouvoir les marier, recevoir la dot et s'en mettre plein les fouilles. Très sympathique, on vous a dit. Les 6 premières lui donnent bien une fille, mais la dernière tarde à livrer le colis qui se trouve être un fils, le fameux Mwindo. Et Mwindo, il a des pouvoirs magiques. Par exemple, il naît avec une herminette, une tapette à bouche et un sac avec une corde. Des cadeaux de la déesse de la fortune, Kaindo. J'aurais pas voulu être là au moment de l'accouchement. Évidemment, l'arrivée de cet héritier va faire ressortir les meilleurs côtés de ce daron exemplaire qui va chercher à le tuer. 3 fois. Et 3 fois, ça va être un échec. Le gamin va s'enfuir et se réfugier chez sa tante. À partir de là, il va vivre quelques aventures pour finir par retourner dans son village natal. Et là, il se retrouve face à son père qu'il pardonne, ce dernier expliquant qu'il avait juste peur que son fils vienne le détrôner. Et du coup, il le détrône. On résume parce que normalement, il y a le dieu de la foudre qui intervient, ils vont en enfer, bref. Mwindo monte sur le trône. Et c'est là qu'on va parler du dragon Kiribu, qui est défini comme étant un serpent, mais qui en fait a un corps de poulet avec 7 têtes de serpent. C'est un hydre-poule, le machin. Après, le truc, non seulement il est mort en un coup, mais les habitants ont été invités à venir le bouffer. Mais la légende ne s'arrête pas là, parce que le dragon, il avait un frère, Nkuba, le fameux dieu de la foudre. Dieu de la foudre, dragon, on commence à connaître le lien. Et vu que ça lui plaît pas trop que son frère soit mort, il va chercher le nouveau chef du village, l'amène devant les dieux, qui lui demandent de ne plus tuer d'être vivant de ses mains en lui tirant l'oreille. Et c'est pas une image, il lui tire vraiment l'oreille. Après un an à se faire remonter les bretelles par les dieux, il retourne dans son village afin d'écrire une nouvelle législation en 9 points, avec certains qui sont plutôt logiques, genre entretenir sa maison, ne pas convoiter la femme d'autrui, prendre soin des enfants, et d'autres qui sont moins cool, genre séduis la femme d'autrui, tu seras battu à mort, ou encore le point 7 qui est de craindre le chef. Comme quoi le fils est aussi sympathique que le père au final. Maringana de son côté tombe gravement malade, et pour le sauver, ses 5 enfants vont voir Masegni, un guérisseur qui vit dans un trou. Alors, pourquoi est-ce qu'il vit dans un trou? Parce que ce guérisseur est en réalité un serpent. Et pour garder la structure sacrée des contes, les gamins, plutôt que d'y aller à 5, ils y vont un par un. Il faut savoir que le dragon dort profondément dans son trou. Pour le réveiller, il faut chanter une chanson. Donc le premier fils débarque, pousse la chansonnette, le dragon se réveille, prend ses herbes médicinales, me demandez pas comment il fait, et sort de sa cachette. Résultat, le fils prend peur et rentre au village en courant. Du coup, c'est le deuxième fils qui va, chante, Massigny prend ses herbes, sort, et du coup le second prend ses jambes à son cou. Donc le troisième fils s'y rend à son tour, il fredonne l'air, le serpent prend ses ingrédients, montre sa tête, et le troisième fils se barre. À un moment donné, le dragon il va en avoir marre de sortir pour rien. Le quatrième, ça va faire pareil, mais le cinquième ne va pas prendre peur, ce qui va lui permettre de ramener le serpent au village, provoquant ainsi un doux mouvement de panique, faisant qu'il ne restera plus que 3 personnes. Masingana le malade, Xikibana le dernier fils, et Masingui le guérisseur. Au final, le père est sauvé, Masingui donne des herbes au fils au cas où il ferait une rechute, et en cas de besoin, il pourra toujours venir le retrouver. Voilà, je sais pas trop quelle est la morale de l'histoire.
Que les dragons en vrai c'est gentil et qu'il faut pas avoir peur de leur apparence, mais c'est pas toujours gentil un dragon. Pour ça on va s'attaquer à notre dernier candidat, Monio. Dans son cas c'est un dragon un peu spécial car même s'il a la forme d'un serpent, son origine est un peu originale. Pour ça on va se rendre près d'un gentil sorcier qui promet un fils au chef du village dont la femme ne peut enfanter. Sauf que, comme on l'a dit, le fils, en fait c'est un serpent, donc les parents le cachent pour que personne ne puisse le voir, le déplaçant uniquement la nuit. Tout changea lorsqu'il dut prendre une épouse, son père voulant offrir un troupeau de vaches pour que la fille accepte malgré son apparence. Sauf que Modioy, il n'entendait pas de cette oreille, lui voulait choisir son épouse, notamment la fille du chef voisin. Donc tel le héros de shonen qu'il n'est pas, il va là où les filles se baignent, fille qui se tire en le voyant, mais ça ne va pas le décourager pour autant, et il va quand même faire sa déclaration à sa bien-aimée avec une technique de drague. Et quand je dis technique de drague, c'est celle pour aller nettoyer les fonds marins. Comment peux-tu fuir l'amour lui-même? Ouais, fallait la tenter quand même celle-là. Et sa réaction? Elle s'est foutue de sa gueule et de son apparence de reptile. En réponse à cela, Modioy a volé toute l'eau de la région pour provoquer une sécheresse. Encore une fois, le mythe fondateur de tous les dragons. Il faudra l'intervention du fils du chef de la tribu, donc le frère de sa dulcinée, pour qu'il accepte de rendre l'eau contre sa main. Sauf que le frère ne va jamais dire à sa sœur que c'est ça le contrat, histoire qu'elle n'aille pas à épouser le serpent. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Sauf que le dragon n'est pas dupe, et il revient avec un nuage de fumée pour se venger. Oh merde! Oh, c'est con ça! Alors, la fille du chef s'est enfuie pendant que le reste de la tribu plantait des couteaux dans le sol, lame vers le haut, histoire que le serpent s'empale dessus. Ouais, enfin, il est quand même pas aussi con ce dragon. Si, il va se faire avoir et être à l'agonie. Sauf qu'en arrivant à l'emplacement de sa carcasse, ce n'est pas un serpent qui gisait là, mais bien une peau de serpent, et à côté, un homme digne d'être un chef. La fille en tomba directement amoureuse et ils se marièrent dans la foulée. Soit la morale complètement inverse du conte d'avant. Ici, la beauté intérieure du monstre, rien à cirer. D'autant plus qu'on rappelle tout ce qu'il a fait avant. C'est loin d'être un saint. Et sur ce, je crois qu'il ne reste plus qu'une seule et unique région à couvrir. Et ça, ce sera pour une prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grimspeaker pour vous servir.